Quels sont ces mots MAUX de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'exister déjà. Le souverainisme en 2023, c'est de dire que la France a eu une épopée pour vivre librement de près de 1000 ans, et que cette épopée doit continuer. Et que cette épopée nécessite une redéfinition de ses moyens politiques et de son être politique. Car si elle disparaît politiquement, elle disparaîtra tout court. Le jour où il y a eu l'attentat de Bruxelles, le cabinet dans lequel j'étais a demandé par écrit à Federica Mogherini de répéter cette phrase, comme quoi l'islam politique avait toute sa phrase en Europe, et que maintenant qu'une bombe avait explosé quasiment sous nos fenêtres, j'avais des collègues qui étaient dans ce métro, de savoir si c'était une question écrite. On nous a répondu par écrit pendant la journée, mais l'attentat ne fait qu'amplifier la nécessité d'un islam politique européen. L'Ukraine, qui est un État corrompu, l'un des États les plus corrompus au monde, et que ce pays-là va nous demander du blé, encore du blé. Ce qui veut dire, parce que qu'on le veuille ou pas, l'argent c'est le sang des pauvres, ça veut dire que c'est les paysans français, même pas au bout de leur corde, les paysans français pour se suicider, ils avalent ces produits phytosanitaires, s'empoisonnent. Donc c'est eux qui vont crever, c'est les ouvriers français, c'est, là encore, les miens avant les autres. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Pierre-Yves Rougeron, vous êtes juriste, vous êtes spécialiste en intelligence économique, vous êtes directeur de la revue Perspective, livre, président du Cercle Aristote et auteur de l'ouvrage dont on parlera au cours de l'émission, Enquête sur la loi du 3 janvier 1973. Ma première question, comme le veut la tradition, Pierre-Yves Rougeron, c'est qui êtes-vous? On va dire, je suis un militant. Je suis un militant de la cause nationale, donc depuis une vingtaine d'années. Je ne préside plus le Cercle Aristote, je suis fondateur du Cercle Aristote. Et je l'ai fondé en 2008. Et pourquoi? Parce que je dois avoir une âme de prof rentrée. Et j'ai voulu que nous démocratisions l'expertise du camp national et que nous formions une nouvelle génération de cadres intellectuellement et que nous essayions avec nos petits bras de lutter contre la grande disparition de la culture française, parce que aucun combat politique, moi je suis pas obsédé par Gramsci comme certains, je ne crois pas que la prise de pouvoir idéologique amène nécessairement à la prise de pouvoir politique. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si on ne forme pas un certain nombre de gens qui ont des idées adaptables au réel et une colonne vertébrale, une verticalité suffisante pour pouvoir affronter tristement la réalité triste, comme dirait Peggy, eh bien, on finit par se coucher devant ses ennemis. Non pas qu'ils soient meilleurs que vous, mais si vous n'avez pas la force de changer un monde ignoble qui les a fait grandir, eh bien, c'est leur monde, c'est pas le vôtre. Qu'à la fin, c'est vous qui pliez. Et comme personne s'occupait des gamins, j'ai décidé de le faire. En tout cas, dans la branche qui est la mienne, qui est le souverainisme et le nationalisme français. C'est l'école d'où je viens. Et des années plus tard, ça a créé des collections, des maisons d'édition, une revue, voilà, pour aider à l'éclosion de certaines analyses, pour faire venir des analystes étrangers, parce que là, je me permets de faire fantasmer une partie
des réinformateurs, M. Reichstadt et d'autres, oui, il y a une internationale de gens qui pensent comme nous. Voilà, tu dormiras bien ce soir. Et la seule chose, c'est qu'on les traduit pas. L'adversaire fait traduire les siens. Pour multiplier sa propre voix. Nous, non. Donc ça, je l'ai fait, et voilà, c'est ce que je sais faire au service de la cause. C'est pas grand-chose, mais c'est ce que je sais faire. Vous venez de vous définir comme souverainiste. C'est quoi le souverainisme en 2023? Le souverainisme en 2023, c'est de dire que la France a eu une épopée pour vivre librement de près de 1000 ans, et que cette épopée doit continuer. Et que cette épopée nécessite une redéfinition de ses moyens politiques et de son être politique. Car si elle disparaît politiquement, elle disparaîtra tout court. Qu'est-ce qui l'en empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'en empêche aujourd'hui? Deux phénomènes qui se renforcent l'un l'autre. Le premier, c'est la xénocratie, le pouvoir de l'étranger, incarné avant tout par l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas liés à vous, qui ne demandent pas à l'être, qui ne sont pas de votre peuple et qui vous méprisent souverainement. J'ai été en poste au Parlement européen pour le savoir. Qui dirigent vos vies pour leurs intérêts. Ça, c'est la première branche. La xénocratie a un effet qui est très net et qui est évident. C'est que comme la xénocratie dévitalise l'être politique, et bien donc le pouvoir n'est plus une épreuve. Et bien résultat, le corollaire nécessaire de la xénocratie, c'est la médiocratie. Parce que pour être les laquais du pouvoir de l'étranger, l'étranger fait monter les médiocres. Tout régime colonial, c'est ça. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Plus le pouvoir de la xénocratie sera grand, plus nous aurons une classe politique larvaire. Alors, nous l'aurons bien compris, vous n'aimez pas l'Union européenne. Quels sont ces mots MAUX de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'exister déjà. Et alors premièrement, j'ai aucune, sauf pour quelques laideurs élaborés, j'ai aucune passion vintage. J'aime pas les trucs ringards. Alors là, c'est même pas une idée de la guerre froide, c'est une idée d'entre-deux-guerres qui n'a survécu que parce que l'Amérique avait besoin de cet ectoplasme pendant la guerre froide. Aujourd'hui, le monde est vaste. Et nous voulons rester comme les deux pieds dans la bouse, dans un espace politique où la démocratie n'est pas possible structurellement. Jean-Claude Juncker, cet homme extraordinaire, et à qui l'alcool donnait des bouffées de sincérité absolument fabuleuses, en plus d'un caractère réellement sympathique. Il serrait la main comme personne, il se rappelait pas de votre visage en vous le regardant, mais voilà, une poignée de main un peu tremblotante également, mais très sympa. Il n'y a pas de démocratie contre les traités, donc il n'y a pas de démocratie contre moi. Alors je pense que certains peuples ne peuvent vivre que dans la liberté. Il y a des peuples pour qui il y a des notions au-dessus de la liberté. En Asie orientale, la notion d'harmonie sociale est supérieure à la notion de liberté. Et ça a fait des civilisations immenses, comme la grande civilisation chinoise. Nous, vous nous retirez ça, on crève. Et donc, dans cet espace-là, comme vous n'avez plus de liberté nationale, vous avez ce que certains auteurs ont appelé une tyrannie anomique. C'est-à-dire une classe tyrannique en haut et une dys-société qui pourrit en bas. C'est si je devais résumer ce que je reproche à tous ces gens-là, c'est ça. De m'avoir enlevé la liberté en haut pour que mon être social pourrisse par le bas. Mais sur quel pan de la liberté sommes-nous privés aujourd'hui par l'Union européenne? Liberté politique. Là, par exemple, Monsieur Breton s'apprête, parce que l'existence de ex-Twitter, de Monsieur Musk semble déplaire à Monsieur Breton. Monsieur Breton se sent suffisamment plein de lui-même pour dire que, ah non, ce qui est le disciple et l'indicible, c'est la Commission européenne, donc pour ceux qui ont fait de la soviétologie, l'équivalent du Politburo, hein,
Qu'est-ce qu'il y a 4 pâtés dedans? Une réunion du Politburo, un vieil blague soviétique, qui est en droit de dire le disciple et l'indicible? Mais qui sont des hauts fonctionnaires allemands pour avoir le droit de me dire ce que j'ai le droit de penser et de l'exprimer, vu que si X est censuré, il y a des choses que vous ne pourrez plus entendre, donc vous ne pourrez plus les penser, mais 2, si vous les pensez, vous ne pourrez plus les exprimer. 2, la liberté économique. J'ai le droit de vouloir protéger les industries de mon peuple. Non, vous n'avez pas le droit. Tout comme j'aurai le droit à la préférence nationale, parce que j'ai le droit de préférer les miens. J'ai le droit de préférer les miens. Je n'oserais pas citer l'auteur de cette phrase, mais il y a eu un homme un jour qui dit « J'aime mieux mes sœurs que mes cousines que mes voisines que des inconnus que des ennemis. » J'oserais pas dire qui c'est, j'ai pas envie d'avoir d'ennui, mais cette phrase est très vraie. Non pas que j'ai une admiration sans borne pour le personnage qui l'a prononcée. Mais ça, par contre, j'ai pas droit. Autre chose, la liberté d'entrée et de sortie sur mon territoire. Ah non. Traité d'Amsterdam, directive 4 de 2003. C'est pas vous qui entre sur votre territoire et à quelles conditions, c'est nous. Et ça, rien que ça. Je peux vous multiplier les exemples. Hein. C'est eux qui désignent mes ennemis. Les mêmes gens qui m'ont dit que mes frères doivent aller stationner en Roumanie pour être prépositionnés pour se friter avec les Popov, ils m'ont rien fait à moi, les Popov. Les mêmes qui m'ont fait ça ont décrété Ubi et Orbi que l'islam politique avait toute sa place en Europe. J'ai bien dit l'islam politique, il n'y en a pas 40. Hein. Il n'y en a pas 40. La multiplicité de l'islam, on peut en discuter. La multiplicité de l'islam politique est un sujet déjà beaucoup plus réduit. C'est quoi l'islam politique? C'est tout simplement le fait c'est le fait de penser que la foi c'est le pouvoir. Et à un moment, par la foi, de prendre le pouvoir. C'est la logique inhérente des wahhabites d'un côté, des salafistes de l'autre. Différence de degré, plus que de nature. C'est la principale idée des frères musulmans. Et pour vous, il y aurait une complicité à l'échelle de l'Union européenne, des institutions? Je dis juste que le jour où il y a eu l'attentat de Bruxelles, le cabinet dans lequel j'étais a demandé par écrit à Federica Mogherini de répéter cette phrase, comme quoi l'islam politique avait toute sa phrase en Europe, et que maintenant qu'une bombe avait explosé quasiment sous nos fenêtres, j'avais des collègues qui étaient dans ce métro, de savoir si c'était une question écrite. On nous a répondu par écrit pendant la journée, mais l'attentat ne fait qu'amplifier la nécessité d'un islam politique européen. Après tout, il y a des démocrates musulmans comme il y a des démocrates chrétiens. Voilà. Bon, il est évident. Jacques Ben Delors. Et donc, voilà, j'ai le droit de désigner mes ennemis moi-même, et je n'ai pas à épouser le mode de vie régressif d'une oligarchie dégénérée, qui, non content de ponctionner mon peuple pour ses besoins de vie, lui impose des conditions de vie qui vont le faire crever. Et peuple dans lequel il y a également mes enfants. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Union européenne, c'est rétrograde. Vous l'avez qualifié de rétrograde, d'une idée ancienne. Ringarde. Même ringarde. Cependant, l'Union européenne a évolué. Quelle forme de l'Union européenne appréciez-vous plutôt? Est-ce que la CK vous paraissait être une bonne idée? Alors, si vous voulez, là, c'est aussi pour ça que je fais de l'éducation populaire. C'est qu'il y a, et malheureusement, même des médias dissidents, colportent je dirais pas par manque de travail, pour la plupart, je dirais par manque de moyens. Mais on colporte de vieilles idées. Par exemple, on colporte l'Union européenne, ça aurait été bien un jour, et puis à partir de alors certains disent à partir de l'acte unique, d'autres à partir de Maastricht. En réalité, la plupart de ces gens n'ont jamais ouvert un livre d'histoire de l'Union européenne de leur vie. L'Union européenne, elle a eu un seul accident de toute sa vie.
l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 58. C'est pas l'Europe a dévié parce que de Gaulle est parti. C'est pas du tout ça. C'est l'Europe devait finir là où elle est là, et celui qui a fait perdre 20 ans au projet de destruction des nations, 20 ans ou 30 ans, c'est De Gaulle, qui était l'accident non prévu de l'histoire. Or, ce que j'aimerais, et ça le problème, c'est que c'est un examen de conscience, je vais dire quelque chose qui me sera reproché, j'espère que ça ne rejaillira pas sur vous, très cher. On m'a beaucoup accusé de beaucoup mieux travailler que les souverainistes de gauche que de droite. Sur un point, c'est vrai. Parce que, moi je suis un universitaire. Donc, je traite de la donnée, intellectuellement, en permanence. Et donc, j'actualise ce que je pense. Est-ce que ça colle ou ça colle pas avec ce que je sais maintenant par rapport à ce que je savais hier? Et les souverainistes qui ont été socialisés à gauche ont beaucoup plus l'habitude de ce travail intellectuel que les souverainistes socialisés à droite. Tout simplement parce que la droite n'aime pas le travail intellectuel. La droite en France a tout raté intellectuellement depuis 2 siècles, sauf le positivisme qu'elle a eu grâce à Taine et à Maurras. Mais je vous rappelle que la sociologie est née à droite. Durkheim est un bourgeois conservateur. La droite déteste la sociologie, c'est dommage, c'est elle qui l'a vu naître. La droite aurait pu prendre les sciences sociales, elle les a pas prises. Tout simplement parce que dès qu'il faut bosser, il n'y a plus personne. Le travail rend libre, oui, mais le travail des autres. Donc, le problème, c'est que je voudrais qu'on fasse un aggiornamento d'un certain nombre de lieux communs, d'un certain nombre d'idées fausses, aussi d'un certain nombre de fausses gloires de la droite, parce que sinon, sinon on fera ce qu'a fait Monsieur Sarkozy. Imaginons que Monsieur Sarkozy était franc. Ayons cet effort d'imagination. D'accord. Après, si Tolkien a pu écrire Le Seigneur des Anneaux, on peut au moins se permettre ça. Hein. Même si là, on est plutôt du niveau Harry Potter. Imaginons que Monsieur Sarkozy ait eu des convictions un jour. Rêvons un peu, vous et moi. Il arrive au pouvoir et il croit à la ligne Buisson. Allez, faisons-nous un peu de bien. Il y a quel type de cadre formé pour matérialiser la ligne Buisson? Il y a personne. Donc il va prendre les reliquats du Parti socialiste. C'est évident. Et voilà. C'est-à-dire que quand bien même n'aurait-il pas été ontologiquement un traître, ce que mes yeux il est, l'incapacité en termes de verticalité humaine, de capacité imaginative, parce que l'imagination est une partie du pouvoir, et en termes de connaissances scientifiques, fait que de toute façon, vous devez reprendre les cadres de l'ennemi. N'allez pas trop loin. Faites un tour des villes qui ont été prises par certains partis. Voyez qui est le directeur du cabinet du maire dans certains coins. Et vous trouvez, oh, l'ancien hiérarque socialiste local. Je crois que ça arrive dans certaines villes gérées actuellement par l'opposition. Ce qui veut dire qu'on n'est pas foutu de créer un mec qui est directeur de cabinet du maire. Alors de là à créer un mec qui puisse être Premier ministre, excusez-moi, il y a quand même une marge. Or, voilà, c'est ce que je voudrais, c'est qu'on actualise les logiciels. C'est pour ça que je fais tellement de traductions. Parce que comme la France est un pays dominé par une xénocratie, la parole de l'étranger vaut plus que la parole du national. Pourquoi les ouvrages que j'ai traduits ou fait traduire pour certains ont bien marché, alors que de très bons chercheurs de nos rangs auraient très bien pu les écrire, bien comme me l'ont dit certains journalistes, oui mais tu sais c'est des étrangers, donc c'est quand même valorisé, voyez. Donc actualisons les logiciels, sinon on aura toujours 1 à 2 guerres de retard. J'aimerais qu'on revienne sur l'Union européenne. Est-ce que le libre-échange, finalement, dans un monde globalisé, n'est pas une bonne valeur, n'est pas une bonne chose pour la France qui est dans l'Union européenne? Alors, là encore, vous le reconnaissez au moins un mérite à cette là encore, prenons les données. Aucun pays de l'histoire économique ne s'est développé par le libre-échange. Aucun. Voilà. Point. Les plus belles réussites du développement sont statocentrées et endogènes. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez des techniques nouvelles et vous les utilisez pour vous-même et vous vous développez à partir. Je vais vous donner un exemple. Je viens de publier un ouvrage extraordinaire d'un tout jeune homme, Maxime Isolé. Ça s'appelle Comptable, banquier et marchand, une autre histoire du capitalisme. Et dans ce bouquin, vous avez les secrets de la puissance de l'Angleterre.
Pourquoi l'Angleterre est puissante? Parce qu'elle va comprendre la révolution comptable italienne de la Renaissance, la naissance de la comptabilité en partie double. Elle va l'utiliser pour sa planification financière, elle va planifier ses dépenses et sa flotte de guerre, elle conquérera le monde. Contre qui? Contre son principal rival qui, lui, malheureusement, ne l'a pas compris, nous. Voyez? Tout simplement, l'Angleterre, son épine dorsale, c'est la Royal Navy. L'Amérique, c'est l'US Navy. Nous, ça a été d'abord l'État central, puis le plan. Le seul État qui a un peu géré le libre-échange des autres pour se développer, c'est Singapour. Mais de dire que Singapour n'a pas eu un développement étatisé n'est pas connaître le grand homme qu'était Lee Kuan Yew. Modèle japonais, modèle coréen, modèle chinois, que des modèles statocentrés de développement. Parce que le développement, c'est une volonté. Le libre-échange, c'est une affaire de verrotier. Je n'ai rien contre. Je dis juste que vous développez pas un pays. Ça dépend le but qu'est le vôtre. Si il y a des gens qui aiment le libre-échange parce qu'ils pensent, historiquement ils ont tort, mais ils le pensent, que le libre-échange facilite la paix. Non, il fait passer la guerre physique à la guerre économique. C'est tout. Ça tue autant de gens, hein. C'est pas le problème. Ça les tue différemment. Il y a des gens pour qui c'est une valeur et donc ça appartient au monde des valeurs, donc au monde de ce qui ne peut pas être négocié. Ce qui est dommage parce que techniquement une valeur c'est ce qui fluctue par nature. Alors que moi j'appartiens dans un monde qui est le monde matérialiste des faits bêtes et méchants. Toute l'œuvre de gens extraordinaires comme Paul Béroc, comme Yves Pérez, comme Jacques Sapir le démontre assez facilement. Le libre-échange, quand vous le pratiquez avec des pays de même niveau de vie, vous enrichissez des gens, oui d'accord, mais vous enrichissez pas la globalité, vous enrichissez pas l'État, vous enrichissez pas le peuple. Je mettrais ça, si vous voulez, en plus, comme le dit le grand économiste libéral Jean-Jacques Rosa, qui est un homme admirable, le libre-échange n'est pas une valeur libérale, il n'a jamais été. C'est une valeur impériale, le libre-échange. Mais c'est une valeur impériale. Ce qui est normal, hein. Vous savez pourquoi vous faites du libre-échange? Vous avez un avantage technologique et vous forcez quelqu'un qui vous est inférieur à commercer librement avec vous. Comme ça, vous lui vendez de la haute technologie et lui vous revend des matières premières. Résultat, il tombe sous votre dépendance. C'est une manière de le conquérir sans avoir à tirer un coup de feu. Toute l'œuvre d'un homme assez extraordinaire que nous traduisons d'ailleurs, qui est le grand économiste Eric Reinert, démontre ça. C'est assez facile en fait. Alors que moi je pars d'un présupposé. Je veux ce qui développe le plus la liberté des populations et leur prospérité. L'expérience, c'est important l'expérience. L'expérience me dit que c'est le développement statocentré plus que l'échange qui fait ça. Est-ce que vous n'avez pas non plus ce prisme, parce que justement vous êtes citoyen français, et il y a des pays aujourd'hui européens qui sont gagnants en faisant partie de l'Union européenne. Tant mieux pour eux, mais pas à mes frais. Alors aujourd'hui, je suis contributeur net, donc c'est moi qui perds le plus de pognon. Donc une partie de ces pays utilise une technique de développement que j'appellerais de la mendicité agressive. Donc là encore, je ne leur en veux pas, mais ils peuvent aller le faire ailleurs. Voilà, moi si vous voulez, je suis un clanique, je défends les miens. Donc voilà, moi je ne leur souhaite pas de mal. Et justement, j'aimerais revenir sur un paradoxe. Peut-être, vous nous l'expliquerez. Souvent à droite, pour se défendre contre l'immigration, on utilise le terme de peuple européen, de nation européenne, de culture européenne. C'est qu'il y a bien quelque chose qui nous lie en Europe, ou c'est du fantasme? Alors, moi, si vous voulez, là encore, je vais vous répondre avec ce que je suis profondément, c'est-à-dire un rat de bibliothèque. Mais ça tombe bien. Là, pour l'instant, nous trouvons à Paris, ville des rats. Donc, je ne me sens pas dépaysé. Et objectivement, la plupart des gens qui parlent d'Europe, comme disait Bismarck, qui parlent d'Europe ment. Et sur langue culturelle comme sur langue politique, c'est vrai. En réalité, une partie de la droite utilise le terme Europe parce qu'ils ont une trouille bleue de dire les deux mots race blanche. Tout bête. Donc, moi, à titre personnel, la raciologie n'est pas mon monde. Donc, moi, à titre personnel, j'ai toujours
Ça fait 20 ans que je dialogue avec cette droite-là, et ça fait 20 ans que nous restons sur la même question. 80% des ennemis de notre pays, de gens qui veulent voir mourir la France, me ressemblent et vous ressemblent en termes de couleur de peau, de faciès et de teint. Bon, en tout cas eux, ils se sentent pas liés à vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, à titre personnel, je comprends tout à fait l'angoisse démographique. Un stress démographique, ça arrive à tous les mammifères supérieurs, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes face à une espèce qui arrive, qui fait 3 fois plus de gamins que vous sur votre territoire, vous avez un stress démographique, c'est tout à fait logique. C'est normal. Vous avez peur d'une substitution. C'est tout à fait normal. C'est sain. Ça veut dire que vous voulez continuer à vivre. Par contre, les fantasmes ne vous feront pas vivre plus longtemps. J'ai bien dit les fantasmes. Je ne dis pas l'imaginaire. Comme l'avaient démontré des gens d'Auguste Jean, comme Régis Debray ou Manuel de Dieguez, l'être humain est un mammifère imaginant. Sans cette faculté-là, nos vies ne valent rien. L'être humain a fait des religions comme ça, a fait de la science comme ça, a fait de la politique comme ça. Là, on fait du fantasme, c'est-à-dire j'ai peur du stress démographique parce que des populations viennent faire des petits sur mon territoire. Donc je vais m'imaginer qu'en réalité j'appartiens à une grande famille démographique de gens qui, évidemment, me considèrent comme l'un des leurs, la plupart sont contre-foot, et la preuve, c'est dans leurs actions, parce que c'est les actes qui comptent. C'est pas les paroles, c'est pas oui, mais j'ai lu un tel qui m'a dit que c'était mes cousins. Oui, la plupart des peuples européens, la France peut disparaître, ils en ont rien à foutre, et s'ils peuvent aider à la disparition de la France, ils le feront. Je rappelle qu'une partie de nos voisins européens votent à l'ONU contre nous, pour que nous abandonnions certaines de nos terres. Ce qui est un acte de guerre. Moi, à titre personnel, si j'estime que la ville de Cologne n'appartient pas aux Allemands, mais à Dieu sait quel peuple d'Europe de l'Est, et que je dis que l'Allemagne est colonisatrice sur son propre sol, elle va mal le prendre. Elle le fait. Les pays scandinaves le font. Je vous rappelle qu'à chaque fois que notre police a le malheur de mal contrôler un diversitaire de diversité, disons ça comme ça, nous recevons de nos ambassades de pays européens des mises en garde sur le racisme de la police française. Vrai ou faux? C'est pas l'Indonésie qui nous les envoie, c'est pas la République populaire de Chine qui nous les envoie. Non, non. Or, moi je suis pour que ceux qui ont des brevets de raciologie aient le courage de les matérialiser, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de dire des mots qui n'ont pas de sens et qu'ils disent le terme leucoderme, race blanche, s'ils le veulent. Moi je suis pour une liberté d'expression absolue, donc pour moi aucune opinion n'est un délit. Moi, si vous voulez, cette opinion-là n'est pas la mienne. Il y a quand même des propos condamnables. Les menaces interpersonnelles, les menaces collectives et la diffamation. Oui. Mais pas plus. Pas plus. À titre personnel, nous avons payé trop cher le droit à la libre expression, et la jurisprudence qui était à l'époque libérale le disait, jusqu'à ce qui choque et ce qui inquiète. Moi, à titre personnel, le racisme est une idée que je trouve d'une extraordinaire laideur. Mais pourtant, après, vous acceptez que quelqu'un puisse tenir... La connerie est un droit constitutionnel et pour moi, le racisme en fait partie. Voilà. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Attention, s'il y a une déviation vers un acte, cet acte doit être durement sanctionné. Mais on ne entre pas dans la logique du précop. Premièrement, parce que ça a donné un film sympathique, mais j'ai horreur de Tom Cruise. Mais deuxièmement, c'est une logique totalitaire. Ça ne peut que mal finir. Moi, je préfère que même les hurluberlus aient le droit de dire des énormités,
parce que ça crève les abcès. Moi, à titre personnel, c'est pas ça mes idées. C'est très loin de ça mes idées. Mais ils en ont droit. Et je pense que ça leur ferait du bien d'arrêter de se planquer derrière le terme européen, parce qu'en réalité, c'est ça. Tout le monde le sait. Et eux-mêmes le disent avec des petits clins d'œil, etc. Tout ce que je leur demande, c'est de s'assumer. Moi, à titre personnel, comme disait Malraux, j'appelle français ceux qui veulent que la France continue. Andrei Makin, dans un de ses derniers livres, a décrit une scène qui me semble très juste. Il décrit une scène qui, je crois, se passe sur un port, où il y a des gens qui aiment la France, qui ont différentes cultures de base, mais qui aiment profondément ce pays, et qui attrapent les autres, pas méchamment, hein, qui les contraignent un peu, quelles que soient d'ailleurs leurs origines à eux, qui les foutent dans un bateau et qui disent maintenant vous allez vous démerder entre vous au large. Mais tirez-vous. Vous ne pouvez pas saquer ce pays, nous on peut plus vous sentir. Donc tirez-vous. Et c'est une partie de la question que la droite ne veut pas regarder en face. Éclater le petit racaille qui tue un gamin et qui après dit oui bon j'avais bien le droit parce qu'il y a la Palestine, ce qui s'est passé pour Thomas. Évidemment, qui pourrait être contre de liquider le chien d'un? Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les petits blancs à échelle industrielle qui détestent leur pays et qui feraient tout pour le voir disparaître? Je n'ai jamais obtenu de réponse satisfaisante à cette question. Et oui, mais ce qui compte, c'est celui qui n'est pas comme nous. Non. Pourquoi ils le détestent, à votre avis? Pourquoi ils le détestent? Je pense, à force de les avoir observés, pour 3 raisons principales. Une de culture, une de classe, et une de manque à être. Une de culture, c'est-à-dire qu'on leur a appris, et ça, la xénocratie en a besoin, pour son pouvoir. La preuve, une commissaire européenne ne vous a-t-elle pas dit il y a moins de 2 semaines qu'il fallait assumer votre passé colonial génocidaire? Vous avez génocidé quelqu'un récemment, non? Moi, à titre personnel, absolument pas, et ni mes ancêtres. Donc, voilà. Moi non plus. Donc je me suis... Mais à vrai dire, mais ça s'adressait à nous quand même. Donc, la xénocratie en a besoin. Vous êtes des salauds. Le monde des États-nations est un monde de salauds. Le monde avant nous est un monde de salauds. Vos ancêtres sont des salauds. 1. 2. Parce que notre système scolaire est basé sur la répétition plus que sur l'étude, les classes bourgeoises éduquées ont appris à répéter. Et donc, quand vous devenez leur répétiteur, vous utilisez ce sentiment de haine de soi, de francophobie, d'euro-servilité ou de mondialo-servilité. Évidemment, ceux qui vont l'apprendre le plus seront ceux qui ont le moins de verticalité en eux et qui ont appris le plus à répéter. Donc les premiers de la classe. Et c'est comme ça que vous faites des générations de gens qui ont une très bonne mémoire, qui sont pas bêtes, qui sont des larves, et qui ont cette francophobie de la distinction. C'est-à-dire que ça fait du bien de cracher dans un dîner en ville sur la France. Au passage, pour tous les peuples du monde, quand vous crachez sur votre pays devant eux, particulièrement quand c'est la France, mais n'importe qui, vous crachez sur votre pays devant un étranger, c'est comme si vous crachiez sur votre mère. Ça prouve que vous n'avez pas été éduqué. 2e point. Et 3e point, un manque à être. Je comprends tout à fait que quand on est... je folâtre dans mes pastels. Prenons un personnage fictif. Maire d'une ville de province, dont le principal exploit est de draguer des nanas du quart-monde en leur proposant des services sociaux. Et qui se voit une grande destinée qui, a priori, est réservée, un panthéon élyséen, à des gens verticalement concentrés qu'il essaye d'imiter. C'est un personnage de fiction que je ferai déposer un jour. Quand vous êtes ça, et que vous voyez De Gaulle, que vous voyez Clémenceau, que vous voyez... Tout le monde va en avoir un peu, que vous voyez Robespierre, que vous voyez Richelieu, que vous voyez Louis XIII, etc. Et que vous n'êtes que vous, bien sûr, vous n'êtes pas stupide. Pas totalement. Vous savez bien que vous n'avez aucune place dans cette grande histoire.
Vous n'êtes rien par rapport à ces hommes. Vous serez une virgule sur une note de bas de page de l'histoire de France. Eh bien, mieux vaut que cette histoire de France finisse aux orties pour qu'on puisse se rappeler de ce que vous êtes. Parce que, malheureusement, vous ne tiendrez pas la comparaison. Même pas avec les grands hommes eux-mêmes, mais vous ne tiendrez pas comparaison avec leur entourage. Si vous voulez, quand vous êtes Marlène Schiappa, vous n'allez pas vouloir égaler Geneviève de Gaulle-Antoniose. Vous n'égalerez jamais même Tante Yvonne. Donc, c'est pour dire que vous êtes loin du problème. Je pense que ce sont ce type des raisons qui se cumulent. Mais ce phénomène que vous décrivez, est-ce qu'il n'est pas finalement international? Est-ce qu'au final, même à l'échelle internationale, dans les différents gouvernements mondiaux, je pense au Canada, je pense à plein d'autres pays, où finalement cette image de grandeur, comme vous pouvez en avoir à l'époque, elle est beaucoup plus difficile aussi à obtenir, du fait des circonstances. Alors, du fait de la mondialisation, du fait de la modernité du monde. Alors, premièrement, la mondialisation a tendance plus à aider le phénomène de liberté nationale, pour une raison qui est simple. Tant que la mondialisation était une... Et là, Samuel Huntington avait raison. On aime Samuel Huntington pour de mauvaises raisons, parce qu'on l'a pas lu. Huntington est l'un des premiers... Vous savez que c'est lui qui a créé le terme des hommes de Davos. C'est lui qui crée le terme. Il y a plus de 30 ans. Et c'est lui surtout qui fait la distinction entre occidentalisation et modernisation. Tant que la mondialisation était une occidentalisation et que, en réalité, la mondialisation marchait au pas de l'armée américaine, j'aurais été d'accord avec vous. La mondialisation était une menace pour la liberté des peuples. Le problème, c'est que cette mondialisation-là, j'accepte Pierre, un ouvrage en définitif sur la question, ça s'appelle la démondialisation. Cette mondialisation-là est déjà en rétractation depuis près d'une dizaine d'années. Or, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce que certains appellent la multipolarité, ce qui n'est pas un projet, hein, c'est juste un état de fait. C'est-à-dire que certains peuples, parce qu'ils ont joué leur carte nationale, sont devenus forts. Principalement les peuples asiatiques. Mais pas uniquement. L'évolution récente d'un pays dont on n'attendait rien, comme l'Arabie Saoudite par exemple, est impressionnante. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de jouer les cartes. Un homme qui a été très bon dans ce jeu-là, c'est le sultan. C'est Erdogan, qui a joué toutes les cartes de la Turquie. Or, aujourd'hui, cette multipolarité donne une chance aux libertés nationales. Là où la France est déjugée, c'est parce que la France se méprise tellement, comme on dit en Chine, qui fait l'âne ne se plaindra pas qu'on lui monte dessus. Et en réalité, ce n'est pas que la force est plus difficile à manifester. C'est notre lâcheté devant le fait de l'utiliser. Par contre, il y a un phénomène, ça je vous rejoins, qui est occidental, qui n'est pas mondial. Quel est ce phénomène de haine de soi? Parce que plusieurs peuples, et ça c'est le mauvais côté non pas de l'universalisme, mais c'est le mauvais côté de l'aspect dolosif de l'universalisme chrétien. Parce que vous vous rendez bien compte que tous les peuples qui aujourd'hui connaissent ce nouvel éveil protestant qu'on appelle le mouvement woke, hein, qui est d'un plus qu'un awakening protestant, hein, d'autodétestation de soi, sont soit des peuples protestants, ça marche, autant ça marche assez peu en terre catholique, mais ça marche peu en Italie, ça marche peu en Espagne. Par contre, en Espagne, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la place, je pense. Parce qu'en Espagne et en Italie, vous avez d'autres phénomènes d'autodétestation qui sont propres aux terres catholiques. La France est travaillée par les deux. L'Angleterre, plutôt par un système protestant. Mais là, ça veut dire que au moins 2 des 3 grandes écoles chrétiennes sont bouffées par les fantômes du passé et par la culpabilité. Les orthodoxes beaucoup moins, parce que je pense qu'il y a des subtilités de la foi orthodoxe, particulièrement sur le statut des morts, qui font que, pour ça par exemple, que même si les victimes du stalinisme sont toujours en vie, vous ne pouvez pas démoniser la mémoire de Staline, pour une raison, c'est que le pardon va avec la mort pour les orthodoxes. Or, pour nous, on a une sale habitude, côté protestant comme côté catholique, on déterre les morts pour se les balancer à la figure, parfois physiquement, rappelez-vous de la guerre d'Espagne. Or,
il y a ce phénomène dans tout l'Occident d'autodétestation, parce qu'on s'en veut d'avoir été fort, on s'en veut que la force nous ait fait faire des excès, ce qui est vrai. Le problème, c'est que la responsabilité et la faute sont individuelles et non transmissibles. Si nous entrons dans un système primaire de responsabilité collective et transmissible, c'est un système de razzia et de vendetta, c'est un système de haine. Et là, nous acceptons que des minorités nous imposent ce fait régressif parce que nous avons notre mauvaise conscience chrétienne. Alors que nous devrions, au contraire, avoir un sens politique quasi romain de la responsabilité et de dire oui, le développement de l'Occident a eu des impacts négatifs sur une partie du monde, mais le développement de toute manière des uns nuit aux autres. Quand la Turquie était l'Empire ottoman, n'a-t-elle pas nui? Quand le Japon est devenu puissant, n'a-t-il pas nui? Quand, je vous donne un exemple tout bête, le si beau pays du Cambodge, il y a quelques millénaires, le Grand Kampuchéa a terrorisé toute la région. Un pays vociférant qui nous dit qu'il a été victime, par exemple, des vilains Russes, la Pologne, mais quand la Pologne a été un royaume puissant, elle a terrorisé toute la zone. Eh bien, essayons que ce type de roue n'existe plus. Faisons un grand Westphalie pour que justement le développement des uns ne soit plus la mort des autres. Nous avions commencé à le faire avant la mondialisation. Nous avions la charte de la Havane. Nous avions réussi à sortir de cette condition barbare dans laquelle la vague mondialiste nous a replongés. On peut aussi citer l'Empire du Mali, entre autres en Afrique. Bien évidemment, l'Empire tout couleur, etc. Et c'est là où j'allais en venir. Est-ce que le problème n'est pas tout simplement une méconnaissance de l'histoire? Alors, mais la méconnaissance de l'histoire, allons plus loin. D'où est-elle venue? Nous sortions des grandes philosophies de l'histoire. Je vous rappelle que, par exemple, pour le marxisme, la métacatégorie au-dessus des autres, c'est l'histoire. La révolution libérale a fait que l'histoire n'est plus la métacatégorie qui est au-dessus de nos têtes. Pour deux raisons. Un, il faut pas oublier que le libéralisme, historiquement, vient de l'ère du soupçon. Faut pas oublier que parmi les premiers libéraux, vous avez des moralistes français. Hein. Donc il n'y a rien à attendre de l'histoire et de la connaissance des hommes. Et surtout, et ça Jean-Marie Domnac, penseur injustement oublié par la droite, le disait bien, il y a une subtilité de la pensée de la droite libérale qui est de dire, au contraire de la gauche d'ailleurs, moins on étudie un phénomène, mieux il marche. Vous voyez? Là encore, c'est cette allergie consubstantielle au travail. Et malheureusement, on est toujours dedans. C'est-à-dire que, oui, du moment que ça marche, pourquoi comprendre pourquoi ça marche? Et résultat, un truc sur lequel on aurait dû se jeter, qui est l'école des annales, l'histoire longue, on aurait dû. Parce que, comme manifeste nationaliste, la France de Brodel, ça se pose là. Hein. Est-ce qu'on s'est jeté dessus? Certainement que non. Parce que tout ça, c'est compliqué. Tant que ça marche. Hein. Et le problème d'une certaine pensée de droite, c'est que c'est la pensée, vous savez, du Belge devant un distributeur de canettes. Il met une pièce, ça tombe, il met une pièce, ça tombe, tant qu'il gagne, il joue. Et malheureusement, nous avons participé à ça. Alors certes, pas autant et pas comme le font les gauchistes, mais nous avons participé à ça. Parce que nous aussi, nous ne voulions pas d'instruments d'analyse. Nous avons refusé la pensée, pas pour en avaler les présupposés politiques, mais nous les avons refusés idéologiquement. Nous avons refusé l'héritage du marxisme, nous avons refusé de nous intéresser à la global history alors que nous aurions dû, nous avons quasiment refusé l'école des annales. Eh bien, nous sommes face à un monde que nous avons en partie co-créé avec les gauchistes. Parce que nos lâchetés ont été leur force, mais leur force n'excuse pas nos lâchetés, vous voyez? Et malheureusement, nous avons joué ce jeu-là maudit aussi. Et pour preuve, et même nous l'avons joué à l'échelle moléculaire. Pour des parents de droite aujourd'hui, si vous voulez briser le cœur de vos parents de droite, eh bien dites-leur que vous devenez prof ou journaliste. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
C'était comment s'appelait cette critique des médias issue de nos rangs, qui a fait un travail extraordinaire. Ingrid Riocreux. C'est elle qui l'avait souligné. On dit, vous vous plaignez qu'il n'y ait pas de journalistes avec nos idées. Mais vous maudiriez vos gamins de vous dire, papa, maman, je veux faire une école de journalisme. Évidemment que non. Or, le problème, c'est que tout terrain qui n'est pas pris à l'adversaire sera occupé par l'adversaire. Point, barre, ligne. C'est une chose qui se développe, par ailleurs, sur laquelle nous avons fait un documentaire qui s'appelle La droite sur la toile, qui montre effectivement l'émergence, notamment du journalisme à droite, qui est de plus en plus présent. Vous avez bien dit le mot. Émergence. Et heureusement qu'il y a cette nouvelle génération. Mais d'un côté, il a fallu attendre que la révolution Internet nous donne des Clément Soudiakova, des Élise Blaise, des Maxime Le Nagard, quelques autres, dont la moyenne d'âge est au-dessous de 35 ans pour la plupart, ou à peine au-dessus, pour ceux qui les ont atteints. Donc ça, si vous voulez, c'est un phénomène qui est très porteur d'espoir. Mais ça veut dire aussi que une partie même de l'élite mondialiste a su enfanter 4 ou 5 générations de journalistes avant, et que nous, la seule chose qu'on a fait, c'est les pages Chaumont du Figaro. Belle réussite. Pierre Rogemont, j'aimerais revenir sur une déclaration que vous avez faite tout à l'heure, et qui est en lien avec une précédente, que vous aviez fait sur un autre média. Vous avez parlé tout à l'heure de la mendicité agressive de la part de certains pays de l'Union européenne. Tout à fait. Et j'aimerais en aborder un qui n'est pas encore au sein de l'Union européenne, qui est l'Ukraine. Vous aviez qualifié également l'attitude de l'Ukraine de mendicité agressive. Tout à fait. Pour quelle raison? Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui vont hurler, peu importe. Comme disait Claudel Pumchot, toutes ces bédouineries. Il faut bien que vous compreniez que beaucoup de ces pays ont une identité post-soviétique. Et l'Union soviétique, là encore, il faut étudier, c'est pas du tout ce que vous imaginez. Énormément de ces pays menaçaient en permanence Moscou, on va se rebeller, etc., donnez-nous du blé. Et en réalité, l'Union soviétique, c'est quand les grands Russes ont dit on en a marre de payer pour tous les locteux. Voilà, on en a marre. Et le pire, c'est que ceux qui avaient un vrai patriotisme soviétique, c'était qui? C'est là où même quelqu'un que j'aimais bien, qui était Hélène Karadankos, c'est complètement vautré. C'était les républiques musulmanes. Et c'était pas celles qui coûtaient le plus cher. Hein. Celles qui coûtaient le plus cher, c'était la Pologne, c'était l'actuelle Ukraine, enfin, c'était ces terres-là. Et maintenant que l'Union soviétique ne peut plus les nourrir, ils se sont dit, c'est les Français qui vont payer. D'où l'utilité d'être dans l'Union européenne. Bon. L'Ukraine, qui est un État corrompu, l'un des États les plus corrompus au monde, sur un plateau télé il y a pas longtemps, j'étais en transmission, je voyais Michel Onfray qui se défendait comme un beau diable d'ailleurs, parce qu'il était à moitié attaqué par une énième droite l'homiste, qui a dit oui, la démocratie ça séduit encore l'Ukraine. Moi, j'étais en train de m'étouffer parce que, comme vous le savez, M. Zelensky a fait arrêter 7 leaders d'opposition qui sont toujours incarcérés aujourd'hui. Poutine ferait ça, on en parlerait à midi, le matin, le soir, la nuit. Mais est-ce qu'on se rend compte que ce pays, corrompu jusqu'à l'os, qui vit en partie de la traite de ses propres filles, un des pays où plusieurs enquêtes pour des trafics d'enfants ont lieu, et que ce pays-là va nous demander du blé, encore du blé, ce qui veut dire, parce que qu'on le veuille ou pas, l'argent c'est le sang des pauvres, ça veut dire que c'est les paysans français, même pas au bout de leur corde, les paysans français pour se suicider, ils avalent ces produits phytosanitaires, s'empoisonnent. Donc c'est eux qui vont crever, c'est les ouvriers français, c'est là encore, les miens avant les autres. Voilà. Et je pense que quelqu'un qui est ukrainien préférera des Ukrainiens à des petits Brestois. Pour vous, l'intégration de l'Union européenne n'est absolument pas une question. Pour l'Ukraine? Certainement pas. Certainement pas. Là encore, si nous on en est parti, l'Allemagne veut sa nouvelle colonie, qu'elle se débrouille avec. Mais pas à nos frais.
Point barre. On ne va pas nourrir des peuples avec qui nous n'avons rien en commun au mépris des nôtres. C'est un phénomène qui a été reconnu quand même par l'ensemble des spécialistes européens, peu importe leur idéologie politique. C'est que effectivement, vous parliez tout à l'heure de la Pologne, de tous les pays de l'ex-bloc soviétique. Il est vrai que l'Union européenne les a intégrés beaucoup trop prématurément et beaucoup trop vite, mais pour des raisons géopolitiques. Alors oui, mais aussi il faut revenir à l'histoire. Nous, dès 2014, pour balayer toute la propagande qui arrivait, entre autres, des fourgons du Fidesz, nous avons, grâce à mon camarade Romain Bessonnet, qui lui parle une partie des langues de la zone, donc et c'est des zones qu'il connaît par cœur, on a fait un document qui est toujours disponible sur Internet, je me permets de faire référence au travail de mes équipes, qui s'appelle le groupe de Visegrad. Et en réalité, le groupe de Visegrad, qu'est-ce que c'est? C'est une idée allemande qui devait contrer une idée, elle, intelligente, qui venait de Paris et de Rome, de dire ces pays forment un monde en soi, ils doivent donc avoir une zone de libre-échange à eux, s'ils en ont envie. Et l'Allemagne dit non, ces pays-là sont habitués à être dominés, et quand il s'agit de dominer, j'en connais un rayon. Et bien évidemment, ce que l'Allemagne veut, l'Allemagne obtient, parce que il suffit de dire le mot Europe et les Français trahissent leur peuple. Ça, je veux dire, 5 ans au Parlement européen, je n'ai vu que ça. Hein. Donc, et aujourd'hui, alors qu'on a sorti les documents, je vous rappelle, en 2014-2015, on est en 2023, vous avez encore dans les médias alternatifs de la pub pour les groupes de Visegrad. C'est un moment, il faudrait, je sais que vous êtes un brillant documentaliste, il faudrait faire un grand documentaire sur d'où vient l'allergie de la droite au travail. C'est comment des gens qui se plaignent en permanence de Mokhtar qui glandeur au RSA d'élite peuvent être des champions de Mikado sur 2 siècles. Le premier qui bouge intellectuellement a perdu. Enfin, une partie de Mikado qui dure 2 siècles, même la nécrocratie qui était l'Égypte pharaonique n'est pas arrivée. On est des champions. Alors, puisque vous êtes souverainiste, et puisque vous êtes contre l'intégration de de l'Ukraine dans l'Union européenne, ce qui est logique, puisque vous êtes souverainiste. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez des relations internationales de la France avec notamment la Russie? La France a la légitimité de jouer ses intérêts. La France a fait je pense, de bonne foi ce qu'elle pouvait pour éviter ce bain de sang. Le problème, c'est qu'une partie de l'administration américaine, que l'administration allemande et que 2 ou 3 autres États, le premier Maïdan, c'est Klitschko c'est le BND, hein, faut arrêter. Hein. Les Américains arrivent quelques temps après, pour récupérer le ballon, parce que les Allemands n'ont pas su le jouer. Il faut dire que le BND croit pouvoir, dans ces zones, se farcir le FSB. Titre personnel, pour y avoir assisté, c'était d'un comique, si vous voulez, sans mesure. La France doit pouvoir renouer avec Moscou, tout comme la France, parce que Moscou a-t-il attaqué les intérêts français? À aucun moment. Est-ce que sur certains dossiers, Moscou les attaque? Oui. 70 à 80% des attaques de cybercriminalité que nous vivons viennent de Russie, de Biélorussie. Est-ce que pour cela, il faut entrer dans un jeu de tension avec la Russie? Sur ce dossier-là, peut-être. Sur le dossier ukrainien, certainement pas, ça nous touche pas. Donc, voilà, c'est là encore un État, ça n'a pas d'amis. Quand les autres États nous marchent sur les pieds, sur quelque sujet que ce soit, ce sont des rivaux, il n'y a pas d'amis. Donc un État peut être un partenaire occasionnel, dont le niveau d'amitié est équivalent à votre partenaire occasionnel de squash, ça va jamais au-delà. Soit un rival. Un rival, c'est sympa, ça vous met dans l'émulation, c'est bien. Soit l'ennemi, le vrai ennemi. Donc là, on est dans une logique de retenue de la montée aux extrêmes. Soit l'adversaire, c'est-à-dire sur tel ou tel dossier, tu me la mettras pas à l'envers. Point. Or, la France a des intérêts avec la Russie qu'elle n'a pas évidemment avec l'Ukraine pour ce qui reste de l'Ukraine.
il en restera encore moins à la fin. Je ne vois pas ce qui doit nous en empêcher. C'est, là encore, le tout, c'est de respecter nos intérêts. Mais pour ça, faut s'aimer suffisamment et se connaître suffisamment. Et surtout, ne pas penser que la France, sortir de la giscardisation des esprits qui a été bien pire que la lepénisation, qui est de dire, la France c'est 1% de la démographie mondiale. Et alors? C'est parce que nous sommes 1% du monde que nous n'avons pas le droit de vivre? Vous pensez que l'Ukraine a perdu? Militairement? Militairement, ça m'apparaît net. À l'heure où nous parlons, certains Ukrainiens reconnaissent le chiffre de 170 000 pertes, ce qui veut dire 350 000 au minimum blessés, donc additionné, ça fait 500 000 hommes en dehors de combat. La tactique russe est très rodée, hein, il concasse le front. Donc, en ce moment, si nos données sont justes, ils avancent de 5 km² jour. Ce qui est peu, mais qui va faire une stratégie de pourrissement, ils vont laisser l'armée ukrainienne crever sur pied et pour l'hiver. Et s'ils n'ont pas obtenu toutes les garanties politiques qu'ils entendent, ils les finiront au printemps. Évidemment, l'Ukraine a perdu. Aujourd'hui, elle en est à réfléchir à l'enrôlement forcé des femmes, des vieillards. Cette guerre est suffisamment sale, et ceux qui l'ont fait par proxy ont ce sang sur les mains. Nous, au moins, on n'a pas fait ça. On a été lamentable vis-à-vis de nous-mêmes. On a été lamentable parce qu'on a sanctionné les Français énergétiquement. On a été lamentable parce que la parole de la France, qui était engagée comme membre garant de l'accord de Minsk, non signataire, mais garant, que la parole de la France ne vaut plus rien. Ça, c'est un crime. Alors, mais au moins, nous n'avons pas, sauf à la rigueur quelques journalistes français qui, j'espère, dorment bien la nuit, nous n'avons pas encouragé ce bain de sang. Justement, j'y arrive. Vous êtes spécialiste en intelligence économique, je le rappelle, et notre ministre de l'économie avait déclaré « Nous allons mettre la Russie à genoux ». Est-ce le cas? Je pense qu'il faut pas en vouloir tellement à Monsieur le Maire, parce que il était en stress d'écriture à l'époque, et entre ses affaires de dilatation, certainement la posture du fait à genoux a dû lui rappeler des pages d'écriture précédentes, enfin, parce qu'il a l'air très porté sur un certain nombre de classiques de ce type-là. Enfin, voilà, quoi. Une époque, il y avait une collection aux éditions Blanches spécialisée au cas où il cherche un nouvel éditeur. Donc, en réalité, premièrement, ce type de guerre économique de haute intensité n'est possible que quand vous avez la monnaie monde. Donc c'est possible quand vous êtes les États-Unis et quand vous êtes Donald Trump et que vous voulez faire dérailler toute l'économie turque, ce qu'il a réussi. S'attaquer à la Russie, c'est-à-dire un pays qui est avant tout un pourvoyeur de matières premières, c'est-à-dire quelqu'un dont vous ne pouvez pas vider le stock de clients, parce que tout le monde en a besoin. C'est infaisable. C'est infaisable. Alors vous me direz, on peut s'attaquer à un producteur de matières premières. Oui, il faut le détruire physiquement, ce qu'on a fait avec Saddam Hussein. Vous pouvez détruire un État nucléarisé? Non, terminé. Une vue intelligente de la situation prend moins de 5 minutes. Mais entre 2 pages semi-collées, je pense que Bruno Le Maire ne les avait pas. Et donc, il a balancé cette énorme bourde qui, je vous le rappelle, est l'équivalent d'une déclaration de guerre. Est-ce qu'on se rend compte que sur ce genre de phrases idiotes, vous pouvez faire tuer des gens? Alors, je sais que quand on est plus souverain, on n'est pas sérieux. Parce qu'on pense que, finalement, que la guerre, c'est Call of Duty avec la peau des autres, que l'économie, finalement, c'est une sorte de grand tableau comptable, et que la diplomatie, c'est un dîner de gala. Donc, objectivement, rien ne vaut rien. Comme disait Nietzsche, rien ne vaut rien et c'est indifférent. Mais, quand on est dans le sérieux, on ne parle pas comme ça dans les relations internationales, on ne menace pas un État
qui est un État qui a été un mauvais allié pour la France à plusieurs reprises, mais parfois un allié solide. Et deuxièmement, c'est un État nucléarisé, c'est un État qui est membre du Conseil de sécurité, et à un moment, Vladimir Poutine est chef d'État, point barre, et ça se respecte. Or, il est évident qu'il ne fallait pas entrer dans cet affrontement, il fallait acter que les premières lignes ukrainiennes avaient été écrasées dès le début de la guerre, dire aux Russes, écoutez, on va retirer un certain nombre de pays de l'accord de Minsk, en premier lieu l'Allemagne, parce qu'ils vous ont poignardé dans le dos. On va régler tout de suite le problème des zones frontalières, et on pouvait le régler par des observateurs internationaux et des référendums. Le pouvoir de Kiev ne voulait pas culturellement de ces populations. Donc, on les fait voter. Qui êtes-vous? Que Kiev veut pas de vous. À la rigueur, on pouvait indemniser l'Ukraine pour la perte de l'Ukraine utile au cas où ces régions auraient voté leur attachement à Moscou, ou indemniser ces gens s'ils avaient dû partir. Mais on pouvait faire une négociation. Là, l'Ukraine ne sera plus qu'un gant de toilette autour de Kiev, parce que je peux vous assurer que les miettes seront rattrapées par qui sait que si les Hongrois, les Roumains ou les Polacs ne vont pas vouloir reprendre leur part du gâteau, qui sait. Mais de toute façon, l'Ukraine a disparu. J'aimerais juste revenir sur ces deux régions dans lesquelles je me suis rendu, notamment à Donetsk récemment. Vous avez raison sur un point, c'est qu'on aurait pu les laisser voter, mais sauf que moi je me suis rendu compte de la part de témoignages de certaines personnes, bien évidemment, ça reste dans sa proportion, que eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nostalgiques de l'URSS et qui pensent encore appartenir à ce qui est l'URSS. Donc ils ont le problème de l'identité post-soviétique, mais qui est un problème pour l'ensemble de la zone. Hein. Or, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser les conflits gelés. Ce sont des pots de pu qu'on met au micro-ondes 5 minutes, et on recommence et on recommence. On ne peut pas déstabiliser comme ça. Enfin, ce sont des mœurs impériales régressives, alors que nous avons besoin d'un peu de modernité. Voilà, c'est régressif. Je réchauffe mon petit conflit, tu réchauffes ton petit conflit, réchauffons nos petits conflits. On a créé ces méthodes comme le référendum pour pouvoir permettre de sortir de ces situations-là. C'est le meilleur moyen. Alors que là, on va en sortir comment? On va en sortir avec 500 000 hommes en dehors de combat. 10 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays en tout depuis les années 2000. Au moins 10 millions. Donc l'Ukraine va avoir des classes creuses et va entrer dans un hiver démographique certainement terminal. Ah ben on aura tout réussi. Elle va rester aux mains d'une clique oligarchique parmi l'une des plus sales que j'ai vues dans ce que Claude Carnot appelait la grande braderie à l'Est. Rappelez-vous de c'était monsieur Yanukovych, je crois, qui était le premier actionnaire de la boîte de fourniture aux soldats et le premier actionnaire de la fabrique de cercueils. Ces soldats prenaient leur pâté, ils l'encaissent, ces soldats prenaient une pâtée, ils l'encaissent. Enfin, c'est d'un cynisme, enfin, c'est d'un cynisme qui vous fait regretter le Moyen-Orient, c'est pour vous dire. Or, on ne peut pas laisser ces zones pourrir pour être le théâtre de la pire des formes de conflit qu'est les conflits de guerre froide. Je m'explique. Le problème des conflits de guerre froide, premièrement, c'est que ça tue des vrais gens. Toute l'historiographie de la guerre froide est à revoir. Le 1,5 million de morts minimum d'Indonésie n'a pas encore été inclus. Il y a des tas de choses à revoir. Donc, si vous voulez, vous allez vous battre chez les gens parce que vous pouvez pas vous affronter directement. Donc, vous massacrez des peuples qui y sont pour rien, qui vont rester traumatisés. C'est exactement comme une agression de rue. Vous avez rien demandé, ça vous tombe dessus. Et le pire, c'est que les peuples chez qui vous pouvez pas combattre, donc par exemple les Européens, eux, vous leur faites une guerre de représentation. Et le pire, c'est que la guerre de représentation laisse plus de trauma. Le peuple vietnamien est moins traumatisé aujourd'hui, alors que sa résistance héroïque, il l'a payé d'1 million de morts, il y a toujours des gamins difformes par l'agent orange, que le narratif de la guerre froide, qui fait que 3 mots réflexes sur LCI à partir des Popov, et vous avez peur des hordes mongoles de l'an 1000.
Non mais, vous voyez ce que c'est l'ambiance de guerre froide? Quand je parle de régression anthropologique, pourquoi est-ce que la guerre froide, ça a été un dressage de peur? Parce que l'Occident n'avait en réalité plus de projet. On avait fracassé, à raison, et heureusement, l'ordre noir. Le problème, c'est que on avait réussi, c'est le CNR en France, c'est l'esprit de Philadelphie, c'est tout ce que vous voulez. C'est la charte de la Havane. On avait fait de tas d'avancées, et puis la contre-révolution néolibérale a gelé tout ça, et on a régressé. On a régressé, donc, parce que finalement, la guerre froide, c'est cocooning. C'est toujours les mêmes gentils contre les mêmes méchants, et puis en plus, on n'a plus besoin de faire de la politique. Il suffit d'abrutir les gens par de la belle moraline d'un côté et de l'hystérie tétanisante de l'autre. On les gouverne par la peur et on leur donne le sucre moralisant, c'est-à-dire, vous êtes des gens bien, vous êtes vaccinés, vous êtes des gens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas de la politique, c'est du dressage, c'est de la tyrannie, c'est régressif, c'est bête et méchant, c'est de la tyrannie orientale. Et ça plaît à une classe politique dégénérée que la guerre froide a enfanté en Occident. Et le pire, c'est que nous avons traumatisé nos propres populations, parce que la première hystérie, ça a été le mythe de l'hiver nucléaire. Et aujourd'hui, on reconnaît l'occidental au fait que vous pouvez le faire péter de trouille. Attention, Mokhtar va te prendre tes avions habillé comme un jardinier, enfin armé comme un jardinier. Attention, les vaches éternuent et vont tuer mémé. Attention, les Popov. Attention, Xi Jinping. Attention, le fascisme reviendra. Méfie-toi, vote bien la prochaine fois. Et vous voyez cet abrutissement par l'hystérie. L'Occident entier est c'est pas la Chine qui nous attaque. C'est pas la Russie qui nous attaque. C'est nous qui pétons de trouille. Pourquoi? Parce que la vocation du souverain, vous savez, l'État, c'est status, c'est être debout. En réalité, nous avons peur des hommes verticaux que nous avons été. On préfère être couché et être assis. En PLS, comme disait Jeune. Vous voyez? Malheureusement, l'occidental moyen pète de trouille à cause de ça. Et aujourd'hui, on a remis une pièce dans le jukebox avec la guerre d'Ukraine. La preuve, un ministre allemand vient de vous le sortir. L'Europe sera en guerre générale d'ici 10 ans, alors certainement avec la Russie, oui. On va faire une guerre avec une puissance nucléaire. Pourquoi? Vous savez, la guerre est un fait social total pour lequel j'ai le plus grand respect. Et j'ai encore plus de respect pour les hommes qui la font. Mais pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est en Occident, on est dans, si c'est un homme de Primo Levi, Veris Nishkain Varum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. L'Occident, c'est le seul continent aujourd'hui où vous n'avez pas le droit de demander le pourquoi des choses. Sinon, d'abord, on vous envoie Rudi Reichstadt et après, on vous envoie les flics. Pierre Bourgeron, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir réalisé cet entretien avec nous. Le principe est de vous laisser parler et on a très bien avancé. Merci. Donc, si je résume, il faut moderniser la pensée et il faut que la droite se mette au travail. Bosser, ça nous fera du bien. Merci encore. Merci à vous.